Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Luc J. Hébert, je suis votre hôte pour le balado le plus douloureux de notre 5e saison d'épisodes en français. Ce balado le plus douloureux vous est présenté par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, que j'appellerai le Centre d'excellence dans le cadre de ce balado avec vous aujourd'hui. Alors, en mai dernier, dans un balado-diffusion intitulé « Les vétéranes canadiennes ont-elles vraiment des enjeux uniques? Et si on les écoutait un peu plus? » J'ai eu vraiment une belle opportunité de m'entretenir avec deux vétéranes que je trouve tout à fait extraordinaires et que je retrouve aujourd'hui avec grand plaisir. Capitaine retraitée Hélène Le Seller, qui est coprésidente du Conseil consultatif pour les vétérans du Centre d'excellence et qui a servi plus de 26 ans au sein des Forces armées canadiennes, faisant même partie de la première cohorte de femmes dans l'infanterie au régiment de Maisonneuve à Montréal, et la sergente retraitée Anouk Beauvais, qui est membre du Conseil consultatif du Centre d'excellence et qui a servi plus de 10 ans au sein des Forces armées canadiennes, étant notamment déployée en Bosnie et en Afghanistan. Alors, bonjour à vous deux, je suis vraiment content de vous retrouver. Nous aussi, Luc, on est contents. Oui, c'est super de vous retrouver. Merci. Hélène et Anouk, dans notre dernier balado, vous aviez mis en lumière le résultat d'une étude de Megan Nicole Poole concernant les vétéranes des forces canadiennes qui démontrait que les vétéranes canadiennes semblaient affronter des enjeux physiques et mentaux qui étaient différents de ceux de leurs collègues masculins et des femmes dans l'ensemble de la population canadienne, à des enjeux de genre, en fait, qui ne sont que très peu étudiés, pour ne pas dire, en fait, pas du tout. Et durant cette balado qu'on avait animée ensemble, on avait abordé le dépôt du rapport intitulé « Plus jamais invisible, l'expérience des vétéranes canadiennes », un rapport qui a été présenté à la Chambre des communes le 12 juin dernier et qui faisait état, en fait, de plus de 40 recommandations. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit d'entrée de jeu, Hélène et Anouk, est-ce qu'on devrait dire haut et fort « enfin ». Tout à fait. Oui, absolument. Oui, je pense que c'est une bonne nouvelle. Puis, en fait, je sais que vous avez lu le rapport. J'aimerais, moi, avoir vos impressions. Qu'est-ce que ça vous fait, à vous, de voir ce rapport enfin publié? Bien oui, on peut dire enfin, comme tu dis. En fait, c'est très nouveau de reconnaître officiellement que les femmes qui ont servi doivent être considérées indépendamment de la majorité masculine. Donc, de le dire aussi publiquement et de mettre ça sur papier, c'est une première. Dans les Forces armées canadiennes, on a toujours considéré que tous les militaires, peu importe leur genre ou leurs caractéristiques physiques, tout le monde devait être pareil. Mais là, ici, avec le rapport, on reconnaît enfin que le corps des femmes est différent. Si on considère qu'un ou qu'une militaire qui se prépare pour une mission se compare à un ou une athlète qui se prépare pour une compétition d'élite, eh bien, dans la réalité, pour les athlètes, l'équipement est adapté au corps des femmes. Alors, pourquoi ce n'est pas le cas dans les Forces canadiennes? Puisqu'on sait très bien que tout ce qui touche le contrôle moteur, la fonction musculaire, puis surtout la biomécanique, tous ces éléments sont différents entre les hommes et les femmes. On en avait parlé un petit peu la dernière fois, Luc. Oui, je me rappelle. Oui, puis tu sais, le corps des femmes change entre autres avec des changements hormonaux. C'est sûr que les hommes aussi, mais c'est beaucoup plus marqué chez les femmes. Évidemment, avec les grossesses, puis tout ça. Donc, ces facteurs vont influencer le type de blessure chez les femmes. Puis aussi, chez les femmes, il y a des problématiques spécifiques qui découlent de ces facteurs, comme par exemple les problèmes de plancher pelvien. Oui, moi, je suis vraiment d'accord avec ce qu'Anouk vient de mentionner. Puis j'ajouterais qu'un de ces éléments à la fois positifs, mais qui pourrait aussi ralentir la mise en place de changements réels et concrets pour adresser les problématiques spécifiques à la santé des femmes au sein de la population militaire, bien, c'est la mise en place de projets de recherche pour valider et soutenir des changements de politique ou de procédures qui devront être supportés par des données probantes ou factuelles. À mon avis, il faudra que des organisations comme le Centre d'excellence sur la douleur chronique, Atlas ou bien même l'Institut de recherche sur la santé des militaires et vétérans mettent sur pied en priorité des concours pour des appels de fonds de recherche qui viseront spécifiquement à répondre à certaines de ces recommandations-là indiquées dans le rapport. Je pense notamment à la recommandation 1, où on parle de financer puis de mettre en œuvre un programme structuré de recherche à long terme sur les femmes militaires et les femmes vétéranes, et que cette recherche soit spécifique aux femmes militaires puis aux femmes vétérans. Aussi, la recommandation 16, ça dit que le ministère des Anciens combattants devrait établir une liste de conditions médicales pour lesquelles un lien présumé avec le service serait accordé lorsque des études épidémiologiques indiquent
prévalence la plus élevée de ces affections chez les vétéranes par rapport à la population féminine en général, puis chez les femmes vétéranes par rapport aux hommes vétérans. Aussi, à la recommandation 23, Anciens combattants Canada finance un programme de recherche portant exclusivement sur les obstacles à la transition de carrière rencontrés par les femmes vétéranes. Oui, c'est tout à fait juste ce que tu viens de mentionner là, Hélène. Puis je trouve ça intéressant que tu mentionnes ces 3 recommandations-là en particulier parce que effectivement, ce sont des recommandations qui pourraient avoir un impact important et pour lequel on devrait faire des appels d'offres de fonds. Puis je pense que les organisations vont se pencher là-dessus sous peu. Donc, c'est un excellent commentaire et je poursuis un peu avec ce que vous avez dit, Anouk et Hélène. On sait que les recommandations vont avoir des réponses à plus long terme, c'est vrai, mais ça me fait réaliser vos commentaires que bien que je sache, tout comme vous autres, que le rapport était attendu puis qu'évidemment, il est fort pertinent, mais comme on l'a mentionné d'entrée de jeu, il y a beaucoup de recommandations. Alors, comment on fait pour s'y retrouver dans ces 40 et quelques recommandations-là? Est-ce que des pistes de solutions là, qui pourraient nous aider à avoir un petit peu plus clair, là? Bien, en effet, il y a vraiment de nombreuses recommandations, puis la plupart d'entre elles s'adressent au ministère de la Défense nationale ou les Forces armées canadiennes, puis aussi à Anciens combattants Canada. Certaines d'entre elles se chevauchent, puis je crains qu'il y en a tellement que certaines sont plus importantes que d'autres. Ça pourrait être confondu, oublié ou même mis de côté. Donc, à mon avis, il aurait été important de classer ces recommandations-là par ordre de priorité pour s'assurer que les plus importantes ou celles, en fait, qui auraient le plus d'impact soient adressées ou réalisées en premier. Par exemple, la recommandation 6, où Anciens combattants, on dit qu'Anciens combattants Canada, dans son offre de réadaptation, soit plus souple, puis favorise une approche holistique afin que les vétérans puissent avoir accès en même temps à des soins s'adressant aux aspects physiques, mentaux, psychosociaux et professionnels, à l'un ou l'autre de ces composantes en fonction de leurs besoins les plus importants. Puis en fait, oui, tu as raison, Luc, c'est pas simple de se retrouver, mais on peut regrouper les recommandations en 7 thèmes. Je vais les énumérer. Le premier, la santé physique et mentale et le traitement des blessures et des maladies les plus susceptibles d'affecter différemment les femmes durant leur service militaire. 2, les particularités de la transition à la vie civile après le service pour les femmes. 3, les aspects physiques de la santé des vétérans. 4, les aspects psychosociaux et mentaux de la santé des vétérans. 5, les aspects professionnels et économiques de la vie des vétérans. 6, la retraite et les soins de longue durée. Et la dernière, 7, les initiatives développées dans les pays alliés. Puis bien sûr, il serait possible aussi de les regrouper différemment, comme par exemple celles qui s'adressent au ministère de la Défense, à Anciens combattants Canada, les grandes institutions de recherche. Ça nous aiderait peut-être à faire un meilleur suivi des activités des partis pour délivrer des résultats concrets sur les recommandations. Ouais, ça, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, Anouk, en fait, surtout celle d'adresser les recommandations en fonction de chacune des organisations. Et je pense qu'en fait, on a commencé à travailler un petit peu là-dessus. Peut-être qu'Hélène, tantôt, là, j'aimerais ça que tu nous en parles parce qu'il y a des initiatives qui ont été faites dans ce sens-là. Alors, ouais, vous avez raison toutes les deux. Effectivement, il y a plusieurs termes qui ont été abordés. Et puis, à partir de ce rapport-là, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en quelques mots, là, c'est quoi plus spécifiquement, selon vous, les priorités à adresser pour les femmes vétéranes? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais s'il y en avait quelques-unes qui viennent en premier, là, ce serait quoi selon vous? Bien, c'est sûr que, outre que la recherche qui est plus que nécessaire, on l'a nommé, là, dans le but d'adresser les problématiques de santé spécifiques aux femmes, bien, il devient primordial d'ajuster l'évaluation des possibles invalidités en lien avec ceci. Parce que si je prends l'exemple des problèmes de plancher pelvien, il est faux de penser que ceux-ci doivent être liés à un événement spécifique pour que ça se produise. Tu sais, faire le lien avec le service. Par exemple, pour ma part, tout ça, ça a été une superposition de différents événements qui ont contribué, dans le fond, à l'exacerbation de ma situation. Tu sais, si je pense justement, quand je suis rentrée dans les forces, avec des équipements qui étaient inadéquats, transporter des charges qui n'étaient pas nécessairement ce que j'aurais dû transporter. Exemple, à l'époque, pour le 13 km, où moi, on me faisait porter plus dans mon sac que ce que pesait mon kit de 24 heures parce qu'il fallait que j'atteigne un poids, mais c'était pas ça la norme. On pense aussi, en fait, l'explosion dans laquelle j'étais en Afghanistan, où j'ai subi tout le choc dans la colonne à partir justement des fesses vers le haut. Ensuite de ça, quand on pense à de l'entraînement répété, la course à pied, puis tout ça, on ajoute à ça l'accouchement. Puis pourtant, moi, l'accouchement,
on tente de dire que c'est ça qui a causé, la seule et unique raison qui a causé mes troubles de plancher pelvien. C'est quand on sait très bien que si on regarde l'entièreté de tout ça, ça a comme eu un effet, justement, d'addition, de réalité qui viennent exacerber ça, comme je disais tout à l'heure. Je suis complètement d'accord avec toi, Hélène. Il serait temps qu'ACC voit l'humain comme un écosystème, pas comme des parties de corps séparées, sans lien. Tu sais exactement ce que je veux dire. Hein? L'addition de nos expériences, nos entraînements, nos traumas sont des résultats de la douleur chronique. Puis en anglais, on appelle ça un compound effect. Ouais, c'est drôlement intéressant ce que vous dites toutes les deux parce que, tu sais, quand j'entends le mot écosystème, ça me fait penser aussi à ce que tu disais tantôt, Hélène, de vraiment avoir une approche holistique, de ne pas se séparer des choses. Puis on sait qu'il y a des éléments au sein des Forces armées canadiennes qui sont des facteurs de risque et qui vont faire en sorte qu'on va développer des problèmes très spécifiques chez les femmes. Le pire, c'est qu'on connaît les problèmes, puis on connaît des solutions. Alors, le défi, c'est qu'il faut les mettre en place, ces solutions-là. Puis, dans le fond, ce que vous me dites, ça me fait penser à une autre question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, là. Je me retenais, mais là, j'y vais. En lisant le rapport, en voyant les recommandations, puis en sachant que les femmes représentent, bon an, mal an, à peu près 14 à 16 de la masse critique des soldats dans les forces canadiennes, tu sais, on se dit, pour que les choses changent, ça ne peut pas évidemment être la seule responsabilité des femmes, hein? Je dirais que c'est bien au contraire. C'est la responsabilité de tous et chacun. Fait que ma question pour vous, puis vu que vous soyez très à l'aise pour répondre, c'est comment on fait pour que les hommes soient engagés dans la discussion, pour qu'ils se sentent interpellés dans cette espèce de culture de changement qu'il faut qu'on mette en œuvre, mais qui prend tellement de temps à s'installer. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bien, je pense simplement qu'il faut les ajouter à la discussion, comme tu disais, qu'on les ajoute tout le temps, aussi au programme de recherche. Il faut trouver nos alliés champions afin que les institutions comprennent que c'est l'affaire de tous, surtout au sein des forces canadiennes. Une femme bien encadrée au niveau institutionnel, c'est une femme qui va travailler mieux dans son équipe, plus longtemps et sans douleur. C'est un gain pour l'organisation puis une patiente de moins à la fin de sa carrière. Oui, tout à fait. Anouk, elle vient de le nommer, mais pour ma part, moi, ce que je m'en allais suggérer, c'est qu'il faut s'entourer de champions, justement, pour la cause des vétérans. Quand je dis champions, c'est des hommes, justement, qui comprennent, qui soutiennent l'importance d'une action concertée. C'est ça que ça nous prend. Si je fais juste penser à lieutenant général à la retraite, Jean-Marc Lantier, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps, puis justement, lors de ce webinaire-là qui adressait la santé des femmes vétéranes, en fait, il a dit, justement, qu'il ne s'agit pas de problèmes à résoudre par les femmes pour les femmes. Il s'agit de problèmes institutionnels profondément enracinés qui doivent être traités par une réponse institutionnelle unifiée, coordonnée et synchronisée. Le rapport, justement, qui a été déposé, ça pourrait devenir un catalyseur puis un appel à l'action pour toutes les parties prenantes. Donc, je pense que c'est une personne comme ça, tu sais, qui peut bien, après ça, nous aider à rallier les hommes à notre cause, mais je pense que, justement, ça va nous prendre des modèles pour nous aider à soutenir tout ça. Oui, drôlement des pistes de solutions incroyables et très réalistes que vous mentionnez toutes les deux. Puis, bon, je reviens à la quantité de recommandations, mais avec ce que vous venez de dire aussi, on comprend qu'il y a beaucoup d'éléments clés qui s'adressent, bon, évidemment, on a parlé des hommes qui doivent être interpellés, mais qui s'adressent spécifiquement encore au ministère de la Défense nationale et à Anciens combattants Canada. Donc, en lien avec ce qu'on vient de mentionner, l'autre question pour moi, c'est, tu sais, on peut se demander qu'est-ce que ça va prendre à Anciens combattants Canada et aux Forces armées canadiennes pour aller de l'avant avec les recommandations du rapport? Parce que, bon, elles sont écrites, elles sont concrètes, elles sont là, mais il faut mettre ça en œuvre. Alors, est-ce que ça prendrait un échéancier? Est-ce que c'est possible, réaliste, selon vous, de mettre en œuvre ces recommandations-là ou en tout cas une partie significative des recommandations qui sont proposées? Bien, justement, Luc, dans le rapport, une des recommandations était de créer un conseil pour les vétérans. Puis justement, bien, ce conseil-là a vu le jour, puis ça a été annoncé lundi, le 2 décembre dernier. Le Conseil des vétérans, parce que c'est vraiment comme ça le nom du conseil, a été mis sur pied par anciens combattants. Dans le fond, le mandat de ce conseil-là, c'est de veiller à conseiller la ministre des anciens combattants, mais on va avoir aussi un apport de conseil au niveau des Forces armées canadiennes sur justement la façon dont le gouvernement du Canada peut mieux soutenir les vétérans et assurer l'équité dans les domaines de la santé, de la recherche, de l'accès, de la pratique et des politiques. Je suis d'ailleurs heureuse d'en faire partie. Puis je suis contente de voir
Déjà, à notre horaire, ben justement, c'est de faire un retour sur ce rapport-là, puis de s'assurer, en fait, que les recommandations ne seront pas balayées sous le tapis. Puis on se va faire un petit peu comme un chien de garde, je dirais, avec ce conseil pour justement nous assurer qu'on va mettre de l'avant qu'est-ce qui est nécessaire pour que ça arrive dans un délai assez rapproché. Bravo, Hélène, en passant pour ta nomination. Je suis vraiment fière de toi. Savoir que tu vas supporter les vétérans. Moi puis Hélène, on a servi ensemble en Bosnie puis en Afghanistan. Puis Oui. je sais qu'elle va faire un excellent travail. C'est extraordinaire. Donc, J'ai aucun doute, vous faites une paire extraordinaire. Alors, la synergie est là, ça c'est clair. ben, j'aimerais ça juste rajouter, je pense d'ailleurs que ce conseil sera un bon mécanisme, hein, un chien de garde, comme tu as dit, Hélène, pour surveiller les avancements. Je pense en revanche que les agences, ces agences-là du gouvernement et des grandes institutions de recherche doivent aussi prendre leurs responsabilités puis ajouter les thèmes de ces recommandations dans leurs priorités stratégiques pour les prochaines années. Et ça, le plus rapidement possible. Oui, tout à fait. Puis tout ça, ça m'amène dans le fond pour boucler la boucle, un élément qui est important. Tu sais, les problèmes que subissent les femmes vétéranes, mais je pourrais dire la même chose pour les hommes, bien, ça se produit en amont, hein. Ça se développe quand on est un militaire actif, qu'on est en service, qu'on s'entraîne, qu'on est déployé. Donc, forcément, il y a un joueur clé qui sont les Forces armées canadiennes. Donc, c'est un élément qui m'apparaît important d'aborder avec vous. Puis on en avait déjà jasé ensemble, mais c'est le fait que beaucoup des recommandations concernent vraiment directement les Forces armées canadiennes. Et je répète, pas indirectement, mais directement les Forces armées canadiennes. Oui, le mot est important. Alors, ma question pour vous, dans le fond, c'est comment, est-ce que c'est possible, ça? Comment, selon vous, les Forces armées canadiennes pourraient répondre à certaines de ces recommandations-là? Parce qu'on connaît des éléments de réponse, mais de votre point de vue de vétérane, vous avez été dans les forces, vous avez été déployé, vous avez subi des blessures qui ont des conséquences encore sur votre vie. Comment pourrait faire cette organisation-là pour répondre à certaines des recommandations? Ben, pour revenir à ce que Hélène a dit sur le retraité lieutenant-général Jean-Marc Gauthier qui a dit que c'est un problème institutionnel. Donc, quand c'est un problème institutionnel, on s'attend que l'organisation fasse vraiment des changements très profonds dans tout leur secteur. Donc, c'est pas juste tactique envers les femmes, des soins, tout ça. Il faut vraiment changer les choses de l'intérieur. Les femmes des forces d'aujourd'hui, c'est les vétérans de demain. Hein? Si les forces canadiennes répondent bien aux recommandations, ces femmes auront les bons services. Puis de plus, ces femmes militaires risquent de sortir un peu moins maganées, si je peux m'exprimer ainsi. Ce qui est une bonne chose pour les institutions à long terme, autant les forces canadiennes que Anciens combattants Canada. Il faut quand même bien ajouter, il faut le dire, là, que par contre, les vétérans d'aujourd'hui faisaient partie de l'armée d'hier. Donc, c'est sûr qu'à long terme, tous ces changements institutionnels vont aider les vétérans de demain, mais les vétérans d'aujourd'hui souffrent encore, puis ont besoin de soins et de services adaptés le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu comme en parallèle. Il y a les recommandations pour le long terme, mais aujourd'hui aussi, qu'est-ce qu'on fait pour aider celles qui souffrent? Dans le fond, ce qu'on n'a pas abordé, mais il y a une réponse que le gouvernement a fait à ce rapport-là déjà. C'est important de savoir que déjà dans la réponse de ces 42 recommandations-là, 38, en fait, ont été acceptées, en fait, en totalité, et quelques-unes en partie. Alors, c'est déjà enclenché, je dirais, le processus de regarder comment est-ce qu'on va aborder le rapport puis mettre en place les actions nécessaires. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le mentionner, Hélène, parce qu'on a toujours l'impression qu'il n'y a rien qui a été fait. Il y a des choses qui sont mises en place. Puis je reviens à ce que tu disais, Anouk. Je pense que tu as fait raison. Il y a deux éléments cruciaux si on veut que ça change. Il faut tenir compte de ce que les femmes vétéranes actuelles vivent parce qu'elles ont été dans une armée qui était qui est maintenant, on l'espère, en transformation. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Mais comme tu l'as si bien dit, les changements qu'on va peut-être apporter suite aux recommandations du rapport, on ne verra pas ces changements-là peut-être à court terme. Mais j'ai le goût de vous dire, l'important, ça va être qu'on mesure ces changements-là. Hein? Qu'on n'ait pas l'impression que, OK, on a mis en place des recommandations, mais est-ce que ça fait une différence à la fin de la journée, ces recommandations-là? Donc, je pense que ça va prendre des personnes vigilantes comme vous deux et des personnes qui vont suivre à long terme ce dossier-là parce qu'on souhaite que des changements
évidemment à court terme, mais si les changements arrivent plus tard, mais qui sont importants et significatifs, ben ça veut dire qu'on aura peut-être fait une différence, là. Puis c'est ce qu'on souhaite. En effet. Oui. Encore une fois, chaque fois que je vous rencontre, puis je parle avec vous deux, le temps passe trop vite. J'aurais besoin de 2 heures au moins minimum. Euh, un immense merci à vous deux d'avoir partagé avec nous vos réflexions, vos pistes de solutions sur ce rapport qui est vraiment important sur l'expérience des vétérans canadiennes qui a été présenté à la Chambre des communes le 12 juin dernier, qui, je vous le rappelle, fait état de plus de 40 recommandations. On espère évidemment que cette expérience-là, comme le nom du rapport l'indique, va changer, que cette expérience-là des femmes vétéranes ne sera plus invisible. Donc, je vous remercie. Puis, je vais rappeler aux auditeurs et aux auditrices que pour nous donner votre avis sur l'émission ou avoir plus d'informations sur la douleur chronique, ben, vous pouvez consulter notre site Internet à vétéran avec un S, douleur chronique en un seul mot.ca. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook ainsi que sur Twitter au pseudo @chronicpainCOI et sur Instagram au pseudo @chronicpain, _COE. Alors, le podcast Le Plus Douloureux, c'est produit par le Centre d'excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens, par Story Studio Network et Eye Contact Productions. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, merci. Au plaisir de vous retrouver bientôt et surtout, prenez bien soin de vous et surtout vous deux, Hélène et Anouk. Merci. Merci, au revoir, Luc. Oui, on se retrouve bientôt. Bye.